l'émission L'ombre d'y passer qui vous arrive et qui s'ouvre sur les ondes de la 103.5 MHz. L'émission Ombre d'y passer qui vous amène à la découverte de l'histoire de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et pourquoi pas du monde entier. Victoire Moulouavio, je suis à la présentation et je suis passé dans ce studio. Je suis avec mon invité Emmanuel Rouzouzi, professeur d'histoire à l'ISP Goma et président de la conférence des historiens du Nord Kivu. D'abord, bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour Victoire et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, nous vous recevons, ça fait un bail, vous étiez dans des courses, vous étiez dans des recherches, on ne sait pas. Oui, c'est vrai, j'ai eu à faire trop de trafic ce dernier temps. J'étais dans la partie nord de la province où j'ai mené une étude, une recherche avec NID sur les enjeux, les acteurs de conflits dans la province du Nord Kivu. Et là, on devait trouver un peu de solutions et projeter quelques stratégies qui pourraient faciliter l'installation de la paix et la paix durable, et surtout dans cette province. Voilà, très bien. Et ça, c'est juste en quelque sorte la présentation. Alors, le sujet aujourd'hui, la traite négrière quid. C'est ça notre sujet. Qu'est-ce qu'est la traite négrière? Et ce sujet a été en fait choisi, c'est par rapport ou alors en marge de la commémoration de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et son abolition qui est célébrée le 23 août de chaque année. Et c'est à l'initiative des Nations Unies. La traite négrière qui a été abolie, c'était en 1791 aux États-Unis. Et en France, c'était en 1794. Et puis rétabli en 1800. Donc nous allons voir la traite négrière. Et c'était quoi? Et c'est qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à cette traite négrière? Est-ce que ça a été seulement réalisé en République démocratique du Congo, seulement en Afrique, ou c'était aussi partout dans le monde? C'est avec vous, monsieur le professeur Emmanuel Rouzouzi. Bonjour et merci une fois de plus. Nous allons commencer déjà dans l'entame du sujet. La traite négrière, pas juste une petite définition, un peu, je ne sais pas si ça sera scientifique ou classique ou terre à terre. La traite négrière, qu'est-ce qu'on peut retenir par là? En fait, la traite négrière, c'est un événement, c'est un système, c'est une période qu'a connu l'homme noir pendant qu'il a été soumis sous la domination extérieure, pendant qu'il a été considéré comme une marchandise, comme un objet que l'on vendait comme l'on voulait. On n'a pas reconnu la partie humaine de l'homme noir. Mais sur le plan scientifique ou contextuel, s'il faut le dire, la traite veut dire seulement le trafic ou la domination. Et quand on parle de la traite négrière, c'est une manière d'être plus précis où on veut parler de ces commerces où l'homme noir a été pris comme une marchandise, comme je venais de le dire. Il a été vendu comme un petit animal. Il est parti en Europe, en Amérique, en Asie, où il a travaillé dans des plantations, où il a essayé de faciliter la maximisation de recettes, de récoltes dans différentes plantations, quoi. Et c'est un peu ça peut-être sur le plan contextuel. Et la traite négrière a été considérée comme un habit contre les droits de l'homme. Mais c'est plus tard que l'Européen a pris cette conscience. Mais au départ, on croyait que l'Africain, c'était un homme sauvage, c'était quelqu'un qui pouvait aider aux travaux forcés. L'Africain, c'était quelqu'un qui devait servir pour certains avantages ou pour certains problèmes, qui nécessitait une main-d'œuvre très forte pour supporter ce genre de corvées. Oui, alors l'abolition de la traite humaine ou alors la traite négrière, c'est porté plus par les droits ou alors le président Abraham Lincoln des États-Unis, le 16e président des États-Unis. Alors nous allons commencer par savoir est-ce que la traite négrière a été faite seulement sur des Congolais ou alors sur des Africains, ou c'était aussi également sur les Noirs qui étaient dans d'autres contrées du monde? En fait, la traite négrière, elle a été un phénomène international.
Et surtout que vous devez savoir qu'à partir du tertiaire, quand les Gondwana s'inclinent, les Gondwana ont entrecoupé, c'est bien ces blocs qui réunissaient presque les 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Oui. Et puis il y a des forces tectoniques qui nous séparent. Et l'Europe reste de son côté parce que séparée de l'Afrique par la mer Méditerranée. De l'autre côté, il y a l'océan Atlantique qui apparaît. Et par après, au XVe siècle, il y a les tentatives de voyage du côté des Européens d'aller à la découverte d'une nouvelle route d'aller vers les Indes. Voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on appelait les voyages des grandes découvertes. Voilà, les voyages des grandes découvertes sont organisés surtout par les 2 pays de la péninsule ibérique, notamment le Portugal et l'Espagne. On a besoin d'aller trouver une nouvelle route qui les amène en Inde où ils devaient profiter des métaux précieux. Au-delà des métaux précieux, on a besoin des épices parce que c'était des produits trop recherchés en Europe. Mais la route de l'Est où ils passaient, il y avait déjà un problème de religion entre l'Europe et l'Asie. Il y a l'islam qui s'installait, l'Asie et une grande partie était déjà conquise par l'islam et on se disait qu'il faut aller au-delà jusqu'à conquérir l'Europe. Mais malheureusement, les Européens aussi qui se disent c'est anormal comment la Terre Sainte qui regorge les tombeaux de notre sauveur Jésus est gardée par des musulmans qui ne reconnaissent pas dans la profondeur la puissance ou la valeur de Jésus. Et autour de ça, il y a des questions politiques, des questions religieuses, des questions économiques qui poussent les Européens à aller découvrir ce qui serait au-delà de l'Europe. Et là, surtout, l'économie européenne elle est émergente. Ils se disent, avec ces économies, il faut trouver comment renforcer. Et ils entament le voyage des grandes découvertes, mais aussi l'Europe est saturée par la population. On s'est dit que si on allait au-delà de l'Europe, on pourrait trouver ou transposer ou transporter l'excédent de la population européenne. Oui. Alors quand ils commencent, ils descendent, ils doivent passer par la mer Méditerranée. Mais hélas, quand ils prennent la route est à partir de la mer Méditerranée, il y a les Turcs ottomans qui étaient là. Et surtout que les Turcs faisaient déjà du commerce avec l'Afrique. Et vous devez savoir que sur le plan historique, entre Européens et Occidentaux, plutôt occidentaux et asiatiques, les premiers à avoir pris contact avec l'Afrique, ce sont les Asiatiques. Les Arabes, ils étaient depuis longtemps dans la mer Méditerranée, ils faisaient le commerce avec l'Afrique. Il y a les Phéniciens également, d'ailleurs ce sont eux qui ont fondé Carthage, l'actuelle capitale d'ailleurs de la Tunisie. Oui. Et donc, ils étaient là. Parce que déjà au 7e siècle, quand ils ont amené l'islam, c'était déjà avant même les Occidentaux. C'était avant les Occidentaux. Oui. Alors, les Occidentaux, quand ils commencent ces commerces, ils sont bloqués dans la mer Méditerranée par les Turcs musulmans qui les prenaient déjà en rival et qui voulaient aller influencer leurs intérêts du côté de l'Orient. Et ils sont repoussés. Et les Européens se disent, on rentre, mais il faut trouver une autre nouvelle route. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de passer par le sud. Mais au départ, ils avaient un problème de passer par le sud parce que l'océan Atlantique, on croyait que c'était un océan qui était plein de djinns, c'est-à-dire des esprits qui avalaient déjà. Et bien sûr qu'il y a des voyageurs génois qui étaient partis et qui n'étaient plus revenus. Là, je fais allusion à Ugolini et ainsi que son confrère. Ils avaient fait de natation, de navigation dans l'océan Atlantique, ils n'étaient plus rentrés. Mais ils ont essayé et quand ils descendent et puis d'un coup vers le Cap-Vert, ils commencent à voir une terre qui apparaissait. Et quand tu vois cette terre qui apparaît, ils se demandent mais ça se quoi aussi, ils avancent vers la terre, mais ils trouvent aussi que la terre c'est un nouveau monde quelque part. Et de ce nouveau monde, ils trouvent également que le peuplade est noir. Et c'est là où il y a eu des problèmes, parce qu'à partir du tertiaire, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de contact entre l'Europe et l'Afrique. Et quand tu vois une population, la race noire, et un continent presque qu'ils ne connaissaient pas, et les premières interprétations des Européens, ils croient que ça doit être une nouvelle terre sur le plan religieux où est parti vivre le fils de Noé, Cham. Et surtout que sur le plan biblique, vous savez que ce que Cham avait fait de son père, quand tu l'as vu la nudité de son père, oui. Noé l'avait appelé, l'avait maudit. Et que ce soit dans la Bible, que ce soit
dans tous les livres du monde, il est dit qu'on avait manqué où était parti Cham. Oui. Et c'est là où il y a eu la mauvaise interprétation maintenant de croire que l'Afrique était habitée par une population maudite, c'est-à-dire la descendance de Cham. Oui. Et Dieu maintenant, pour différencier son peuple, parce que les Européens, avec les teints clairs qu'ils avaient, ils croyaient qu'ils étaient les fils directs de Dieu, Oui. ainsi que la population maudite ici de Cham, Oui. il a séparé, donc il a mis un thé différent. C'est comme ça que les Africains sont devenus noirs. Oui. Et l'Église catholique a essayé d'exploiter ça. Il y a l'abbé Barthélemy de las Casas, qui était un prêtre, un évêque d'ailleurs. Oui. Et c'est lui qui a été le premier à proposer la traite négrière. Mais pour lui, quand il propose, il dit « je veux aider les Africains ». Parce qu'à l'époque aussi, il y avait cette croyance de croire que quand il y a une âme qui a fait un péché, c'est à cause du corps qui l'a amené à faire ce péché. Oui. Et comme solution, si on faisait souffrir les corps dans lesquels se trouve l'âme qui a péché, dont l'âme peut avoir la chance d'être sauvée. Oui. Et lui, il propose la traite négrière pour que les Africains partent souffrir et à travers cette souffrance qu'ils soient sauvés, que leurs âmes puissent avoir la chance d'aller au ciel. Mais on les amène surtout dans tous les continents. Oui. La grande partie est partie en Amérique. Bien sûr, c'est après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et on a trouvé que l'Amérique aussi était exploitable. Il y a trop de terres à exploiter, de mines. Des On plantations. pouvait facilement installer des plantations du café, d'arachide, de canne à sucre et autres. L'Amérique des cotons, latine déjà. surtout Ou l'Amérique Et latine. les Caraïbes. Et les Caraïbes, voilà. Oui. Et c'est comme ça maintenant qu'on dit, on peut prendre les Africains et les amener là-bas pour qu'un jour ils puissent avoir la chance. Et ça, c'est au 15e siècle déjà. Et... Ça, c'est au 15e siècle. Oui. Mais avant le 15e siècle, vous devez savoir que quand on a découvert l'Afrique pour la première fois, il y a certains Noirs qui étaient capturés, qui étaient amenés en Europe. Mais là, ils partent au départ en Europe. Ce n'était pas comme des produits à faire souffrir, mais c'était des produits de luxe, quoi. Parce qu'à l'époque, en Europe, avoir un Noir chez soi, c'était une fierté. C'était avoir un produit rare que les Européens n'ont pas. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'Européens, quand ils arrivent en Afrique, ils capturent les Noirs, ils les amènent en Europe, ils se partagent les Noirs Pour faire dans aussi différentes des plantations. recherches peut-être. Des recherches parce qu'on ne comprenait pas. Oui. C'est noir, comment il est devenu noir. Beaucoup d'opérations médicales ont été faites pour comprendre qui étaient les Noirs. Beaucoup d'analyses. Mais pour les autres maintenant qui étaient moins informés, on commence à prendre les Noirs comme un objet de luxe. Tu veux aller à la cérémonie de mariage, tu te ranges d'être en retard et quand tu vas, tu te fais accompagner par les Noirs. Et comme si quelque chose que les Européens n'avaient jamais vu, quand tu regardes, ils se disent mais waouh, où est-ce que cet homme a trouvé ça? C'est comme ici à Goma, héberger un chimpanzé chez toi à la maison que les enfants n'ont jamais vu. Oui. Ta clôture sera presque une clôture Visiter tous les jours. visiter tous les jours pour qu'on voit le chimpanzé, comment il vit, à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'il fait. Et surtout que nombreux ont commencé à avoir beaucoup d'argent à travers ce trafic de noirs qu'on a amené en Europe comme des produits de luxe. Il suffisait seulement que tous les Européens sachent que chez toi à la maison, tu as une noire. Les matins, la chambre où les Noirs a passé la nuit, ça devient un lien touristique. Parce qu'au départ, on croyait que être noir, c'est être sale. Et le propriétaire du noir, quand tu l'arranges, même la chambre du noir, il met des draps de lit tout blancs. Et les matins, vous trouvez toute une ligne dans votre clôture, Oui. de gens qui ont besoin de voir où a passé la nuit l'homme noir. Et pour rentrer, pour accéder, vous faites payer quelque chose. Et quand ils arrivent, ils observent l'homme noir, il est là, il ne sait pas de quoi Très il s'agit. Et puis, ça a commencé à donner l'allure maintenant de l'argent, de fric. Et beaucoup de gens ont eu tendance d'avoir des noirs. Et celui qui était déjà habitué à l'Afrique, on lui donnait même de l'argent pour qu'il les ramène. Mais on lui donne un montant un peu suffisant en Europe, et en Afrique, il vient, il donne un peu du sel, quelques chapeaux vieux, et puis Les il ramasse, pacotiers, il quoi. ramène, ou les pacotiers, les objets de oui. moindre valeur. Oui, alors ça c'est déjà sur le continent européen, mais ici en Afrique, vous venez de parler de la traite négrière. Nous allons plus nous focaliser sur la République démocratique du Congo. Il y a un grand marché d'esclaves, les marchés de Nyangwe, qui était juste, si je peux le dire, à côté du fleuve Congo, donc vers le nord, l'Équateur, quoi. Et déjà c'est par là que tout est parti.
chez nous, en République démocratique du Congo. Alors, c'était comment en fait parce que du côté de l'Europe, on trouve que les Noirs, c'est un bon business qui fait rentrer beaucoup d'argent. Non seulement qu'on l'apprécie par son teint, dans son teint qui est un peu étrange aux Européens, mais aussi par sa force, sa musculature, sa manière de se comporter. Parce que du côté de l'Asie aussi, on va voir les Noirs asservis comme gardiens des femmes des Arabes, les Arabes qui étaient polygames. Et puis vous prenez un Noir, vous l'installez là-bas à l'entrée de la clôture, là où il y a plus de 5 femmes, et les femmes ne peuvent plus sortir parce qu'elles ont peur de cet objet que l'homme a ramené. Du côté de l'Europe, on a besoin de cet homme comme luxe, mais aussi par après quand on découvre l'Amérique, on s'est dit on peut l'amener là-bas aussi pour maximiser les recettes, pour maximiser les récoltes comme on l'a dit. Alors chez nous, en Afrique, on vient, comment on devait avoir les esclaves? On devait les capturer. Et les capturer, on devait soit utiliser la technique de pacotille pour les apprivoiser. Au-delà de les apprivoiser, on utilise les rois, par exemple, à qui on peut donner les miroirs, du sel, un peu de perles pour embellir son épouse. Et puis, il autorise qu'on puisse capturer même tout un village. Alors, tout ça, on s'est dit maintenant, il faut trouver une formule pour légaliser le marché. Et pour légaliser le marché, l'homme blanc, d'abord, il va penser à un comptoir, à un entrepôt d'ailleurs. C'était des entrepôts. Et là, il pense à l'île de Gorée, à côté du Sénégal. Et puis, il y a aussi il y a Sao Tomé aussi. Et là, c'était une manière de faciliter que quand les esclaves sont capturés, qu'ils ne puissent pas revenir sur la terre neuve, l'Afrique. Et surtout qu'il y a certains Noirs, à un certain moment, on a constaté tellement c'était une souffrance extrême qui a accepté qu'après qu'on les a capturés, on a mis le fil dans les oreilles, ils sont enchaînés les bras, mais ils font tous les moyens possibles pour se déchaîner, s'entrecouper les oreilles pour fuir. Et l'homme blanc, il croyait que c'était déjà une perte. Mais maintenant, il va mettre beaucoup d'entrepôts pour attirer les Africains, eux-mêmes d'amener leurs frères africains. Et là, c'est surtout les rois qui amenaient les... C'est surtout les rois, mais les au-delà du roi, les chefs au-delà du roi, il y a des collaborateurs noirs qui collaborent avec les blancs. On les appelle les pombeiros. C'était des commerçants noirs, mais qui facilitaient la capture de noirs parce qu'à l'époque, l'homme européen a peur d'entrer à l'intérieur de l'Afrique parce qu'il croyait que les sauvages africains risquent de l'attraper. Tout comme aussi du côté de l'Afrique, les Africains, quand ils voyaient les Blancs pour la première fois, ils se demandaient, mais ces gens avec un teint clair, d'où sont-ils venus? Et pour les Africains, ils croyaient que les Blancs, ce sont des Noirs qui sont morts et qui sont revenus sur la terre sous une autre forme. Et donc, c'était des revenants. Et qui sont des envahisseurs. Et ce sont des envahisseurs. Quand ils devaient le voir, ils fuyaient. Alors, l'homme blanc va se dire, on monte une nouvelle stratégie pour attirer les Noirs lui-même de venir vers nous. On met des marchés, on met des entrepôts. Là où vous avez besoin d'un produit européen, vous allez, vous prenez et puis on vous donne aussi un noir. Et là maintenant, le grand problème, c'était le vécu surtout de la guerre. Par exemple, telle tribu, telle civilisation a fait la guerre contre telle autre tribu. Et là, on était autorisé même de capturer tous ces gens de cette tribu vécue pour aller les vendre auprès des Noirs. Auprès des Blancs, pardon. Même, vous avez un voisin qui vous met mal à l'aise, vous le donnez. Vous avez un enfant dans votre famille qui vous inquiète, qui vous met toujours mal à l'aise. Il n'y avait pas un problème de les donner pourvu que vous puissiez avoir du sel et du blanc. Ainsi de suite. Alors, Nyangwe a été instauré. Il y a aussi Kabambare. Mais Nyangwe et Kabambare servaient de plus pour la traite négrière de gens qui allaient vers du côté de l'Asie. Parce qu'on a eu beaucoup d'Arabes qui venaient ici dans la région à la recherche des ivoires. Et après avoir eu les ivoires, on avait besoin de la main-d'œuvre pour transporter ces ivoires. Et pour les transporter, arriver au niveau de la côte orientale, parce qu'on appelait Zanzibar, en fait, toute la côte orientale de l'Afrique, on l'appelait Zanzibar, qui signifiait plage de Noirs. Parce que c'est là où les Arabes ont trouvé beaucoup d'Arabes en train de se baigner. Ils se disaient alors, ça doit être la plage des Noirs. Et quand on arrive là-bas, ils chargent maintenant les ivoires dans les différents bateaux, mais par après aussi, eux, on les récupère et on les amène en Europe, où il y a un marché d'ivoire à côté et
De l'autre côté, il y a un marché d'esclaves. Oui, donc si je comprends bien, la traite négrière a visé plus sur les Noirs sur le continent africain, mais pas les Noirs qui étaient déjà en dehors du continent africain. Non, c'est comme actuellement, mais jusqu'à présent, vous allez voir que la race noire, elle est la plus enviée de toutes. Parce qu'on a retrouvé que c'est une race qui est efficace et qui a une force aussi durable. Actuellement, avec le néocolonialisme, surtout du côté sexuel, vous allez voir que beaucoup de femmes qui servent dans les casinos en Europe, en Amérique et ailleurs, ce sont les femmes noires. Parce qu'elles continuent à manifester la force de leurs ancêtres pendant la traite négrière. Alors, là-bas, les Noirs sont ciblés parce qu'ils doivent aller suppléer en Amérique à la faiblesse des civilisations amérindiennes, c'est-à-dire les Incas, les Mayas, les Aztèques, qu'on appelle souvent des civilisations précolombiennes, qui étaient tellement faibles. Parce qu'un travail des Noirs valait le travail au moins de 5 Amérindiens. Alors on s'est dit, non, c'est très bien. Et c'est comme ça qu'on vient acheter les esclaves en Afrique. On doit les étiqueter comme de petits animaux, bien comme des petits objets. On doit les embarquer dans de gros bateaux qu'on appelait les négriers, qui n'avaient même pas de siège. Et on devait les avec des fouets, des scies. Oui. Même l'arme, à un certain moment, on a instauré même l'arme dans la traite négrière parce qu'on a commencé à voir qu'il y avait beaucoup de brigands dans ces commerces. Et il y a des brigands quelquefois qui faisaient la guerre contre les Blancs dans les bateaux et malheureusement, ils pouvaient même arriver à tuer tous les Blancs au sein du bateau, mais parmi eux, personne qui connaît conduire les bateaux. Et les bateaux restaient en train de flotter sur l'Atlantique et les autres occidentaux qui venaient par exemple de l'Amérique viennent récupérer à bas prix, d'ailleurs gratuitement, et ils amènent en Amérique. Mais aussi, avant qu'on les amène en Amérique, on devait transiter par l'île de Jamaïque. Et à partir de l'île de Jamaïque, c'est là où on devait sélectionner les esclaves brigands. On les détache de ceux-là qui sont dociles, on les laisse là-bas. Pourquoi? Parce qu'on se disait que si on les amène en Amérique, dans cet état, ils risquent de faire révolter les autres dans les plantations. Et donc, comme solution, il reste là. Mais on les laisse dans une terre vide où il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'habitat. C'est comme ça qu'ils commencent à manger des herbes. Et parmi les meilleures herbes qu'ils mangent, il y a les gonges à planta, le chanvre. Et quand ils mangent, ils se sentent un peu regardis, divertis, ils dansent. Et ils se sentent vraiment à l'aise. Et voilà, plus tard, avec Bob Marley, il y a le reggae qui va naître. Peut-être on en parlera prochainement. Et quand on les amène maintenant en Amérique, avant qu'on les expose dans le marché d'esclaves, on devait d'abord les laver. En Afrique, l'homme noir, il ne mettait pas de produits sur son corps. Donc c'est quelqu'un, il est là, mais avec un teint qui semble un teint de quelqu'un qui est souffrant ou qui est malade. Alors on devait les laver sérieusement, on devait mettre de l'huile, surtout l'huile de palme est très bien appréciée. Et on l'embaume et puis on met sur le marché, il est là sous un grand soleil, il commence à suer. Et les grands acheteurs d'esclaves, quand tu viens, disent non, je vais prendre celui-ci, celui-là. Et c'est tout qu'on cherchait les noirs, des teintes noires et qui étaient robustes. On les appelait les fines fleurs, Ils sont robustes, mais aussi les noirs. Parce que c'est là qu'il y avait un teint brun, on croyait aussi qu'ils étaient malades. Et voilà donc, on cible la grande force. Mais du côté de l'Asie, là, on amène tout le monde. On a besoin seulement d'avoir un noir dans une clôture d'un arabe qui garde ses enfants et qui peut servir aussi à d'autres travaux champêtres. Oui, alors, revenons un tout petit peu en arrière, parce que vous avez parlé des collaborateurs. Ils collaboraient avec les Noirs, les Blancs qui étaient venus pour la première fois. En quelle langue? Parce que déjà on suppose qu'il y aurait une incompatibilité en termes de langue. Voilà. En fait, il y a une adaptation qui s'est installée facilement. Quand je parle de cette adaptation, je prends par exemple la côte orientale avec les Arabes. Avec les Arabes, il y a eu la naissance du Kiswahili. Les mots Kiswahili signifient la langue de la côte. Et c'est un mélange de langue bantou africaine ainsi que de l'arabe. Et c'est pourquoi vous allez voir, quand quelqu'un vous parle arabe, quelquefois vous sentez qu'il y a quelque chose que vous pouvez comprendre facilement. Du côté de l'axe occidental, parce que là je parle de la traite occidentale qui s'est passée par l'océan Atlantique, c'est qu'on appelle le commerce triangulaire,
On l'appelle commerce triangulaire parce qu'il quittait l'Europe pour l'Afrique, de l'Afrique vers l'Amérique. Et là, on prend les produits des plantations, on les amène en Europe pour perfectionner l'industrie européenne. Et voilà la grande idéologie que l'Europe avait. Oui, alors du côté occidental, si de ce côté oriental, on a les Kiswahili, de ce côté-là, il y a eu aussi de mélanges de langues, mais ce qui primait de plus, c'était ce qu'on appelle les commerces silencieux. Les commerces silencieux, c'était quoi? C'est un système de problèmes de langue qui s'est installé, mais on a un lieu sûr où on peut échanger. Vous amenez votre produit, vous le mettez là-bas, l'autre amène son produit, vous vous observez, vous dites, s'il y a les l'un gestes qui alors, est, à travers le geste, s'il y a l'un qui est déjà satisfait du produit de l'autre par rapport à son produit qu'il veut offrir, il le récupère et il part. Et c'est comme ça maintenant que, au fur et à mesure qu'il s'adaptait, on a eu maintenant ces noirs-là de Pombeiros qui se sont adaptés facilement à la langue européenne et qui ont commencé à entrer à l'intérieur de l'Afrique pour capturer leurs frères noirs et aller les livrer aux Européens. Très bien, en tout cas beaucoup de matières, professeur Emmanuel Rozouzi, mais nous sommes talonnés par l'État. En tout cas, nous arrivons à la fin. Je crois que si Dieu nous prêtait vu, nous pourrions poursuivre avec cette thématique, ce sujet qui est du tout intéressant, à mon avis. Oui, et surtout que comme nous parlons aussi plus tard de l'abolition, peut-être qu'on en parlera dans un autre numéro, mais vous devez savoir que quand les esclaves ont pris conscience en Amérique, ils ont commencé à réclamer leur liberté en créant des jazz, les blues et les negro spirituals qui étaient des chansons qu'on chantait mais en revenant en Afrique, ils ont créé aussi 2 pays en Afrique, notamment les Libéria et les Sierra Leone. Les Libéria qui signifie pays des hommes libérés, Sierra Leone avec sa capitale Freetown qui veut dire la libre ville où les gens étaient déjà. Nous allons voir tout ça, c'était également l'initiative des gens comme Marcus Garvey et les autres. Garvey, nous allons voir tous ces aspects lors de notre prochain numéro, si Dieu nous prêtait vie. En tout cas, c'est un plaisir pour moi, Victoire Moulavio, de vous avoir ici, professeur Emmanuel Rozouzi. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à l'ISP Goma et président de la conférence des historiens du Nord Kivu. Je vous remercie. Je remercie également tous les auditeurs et je vous encourage au sein de notre radio. Voilà, au revoir et ciao. Merci.